J'ai enterré mes parents vivants sous des tonnes de regrets qu'ils ne pourraient jamais déterrer. Ce n'était pas un meurtre physique, non, mais une dissection lente de leurs âmes, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'ils implorent le silence que je leur refusais. Et quand la dernière pelletée de vérité a recouvert leurs mensonges, j'ai refermé la porte de leur maison, notre maison sous la neige qui tombait comme une absolution divine. Mes parents m'ont mis à la porte dans une maison délabrée au village sous la neige. Quand je suis entré, l'air était si froid qu'il mordait la peau comme des crocs invisibles, et au milieu du salon vide, il y avait une valise usée, remplie de vêtements qui ne m'avaient jamais appartenu vraiment, comme si on m'avait déshabillé de mon histoire d'un seul geste. J'avais 22 ans ce jour-là, et le monde dehors, dans les Alpes françaises oubliées, ressemblait à un linceul blanc qui étouffait déjà mes cris avant même que je les pousse. Ce n'était pas une expulsion ordinaire, c'était une sentence, prononcée par des lèvres gercées par le froid et l'amertume, des lèvres qui avaient murmuré des promesses d'amour quand j'étais enfant, et qui maintenant crachaient du venin pur. Le village de Saint-Véran, perché à 2000 mètres d'altitude, n'était pas fait pour les âmes fragiles. Ses rues étroites, pavées de pierres glissantes sous la glace, serpentaient entre des chalets aux toits chargés de neige, comme si la montagne elle-même conspirait pour enterrer les secrets des habitants. Mes parents, Jacques et Marie, étaient des piliers de cette communauté, lui, un ancien berger reconverti en menuisier bourru, taillant des meubles rustiques qu'il vendait aux touristes égarés, elle, une couturière aux mains noueuses, brodant des motifs floraux sur des écharpes qui masquaient mal les cicatrices de son passé. Ils avaient construit cette maison de leurs mains, pierre par pierre, après leur mariage forcé dans les années 80, quand la France rurale encore arc-boutée sur ses traditions punissait les écarts de conduite par l'exil social. Moi, leur unique fille, Élodie, j'étais le fruit de cette union bancale, un accident qu'ils avaient toléré, nourri, mais jamais vraiment aimé. Ce matin de décembre, quand la porte s'est refermée derrière moi avec un claquement sec comme un verdict de guillotine, je me suis retourné pour les voir à travers la vitre embuée. Jacques se tenait droit, les bras croisés sur sa poitrine maigre, son regard bleu acier fixé sur l'horizon enneigé plutôt que sur moi. Marie, elle, pleurait en silence, essuyant ses larmes d'un revers de manche, mais ses yeux trahissaient non du remords, mais une peur viscérale, aux peurs que je devienne ce qu'elle avait fui en elle-même. « Tu n'es plus notre fille », avait dit mon père d'une voix rauque, comme s'il récitait un exorcisme appris par cœur. « Pars, et ne reviens pas. On a assez payé pour tes erreurs. » Mes erreurs. Le mot résonnait encore dans ma tête tandis que je trébuchais dans la neige jusqu'aux genoux, la valise traînant derrière moi comme un boulet. À 22 ans, j'avais osé aimer. Pas un amour romantique des romans à l'eau de rose, non, un amour charnel, vorace, qui m'avait consumé pendant des mois. C'était avec Lucas, le fils du boulanger du village voisin, un garçon aux cheveux noirs en bataille et aux mains calleuses qui sentait le pain chaud et la sueur. Nous nous étions rencontrés lors d'une fête de la moisson, sous les guirlandes de lumière clignotantes, et ce qui avait commencé comme une danse maladroite s'était mué en nuit volée dans les granges abandonnées, où nos corps se cherchaient comme des âmes damnées. Mais Lucas n'était pas pour moi, pas aux yeux de mes parents. Il était le bas de gamme, un roturier sans terre ni métier stable, alors que moi, Élodie, fille unique, je devais épouser un convenable, peut-être le fils du notaire de Guillestre, avec sa Renault rutilante et ses promesses de stabilité. Quand il l'avait découvert, une lettre anonyme glissée sous la porte, probablement par une voisine jalouse, la fureur avait éclaté comme une avalanche. Pas de crise immédiat, non, chez nous, la violence était sournoise, incubée dans les silences pesant autour de la table du dîner. D'abord, les regards obliques, les questions anodines qui cachaient des accusations. Puis, l'interdiction formelle, tu le vois plus, ou on te renvoie chez ta tante à Marseille. J'avais défié, bien sûr, comment ne pas l'avoir fait? À cet âge, l'amour est une rébellion, une flamme qui lèche les chaînes. Lucas et moi avions continué en secret, jusqu'à ce que la grossesse arrive, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Oui, j'étais enceinte. 3 mois, quand la nouvelle a fuité. Pas par ma bouche, mais par le corps qui trahit, nausée matinale que je ne pouvais plus cacher, sein douloureux sous mes pulls trop serrés. Marie l'avait su la première, en lavant mon linge, en voyant les traces de sang sur mes culottes. Petite salope, avait-elle murmuré, assez fort pour que je l'entende depuis la cuisine. Jacques, lui, avait explosé, un vase brisé contre le mur, des injures qui pleuvaient comme des pierres. On t'a élevé mieux que ça. Tu vas avorter, et on oublie tout. Avorter. Le mot m'avait giflé plus fort que n'importe quel coup. Dans ce village où l'église dictait encore les consciences, avorter n'était pas un choix, c'était une damnation, un péché qu'on expiait en silence, chez des médecins discrets à Briançon. Mais j'avais refusé.
Refuser l'avortement, refuser Lucas qui, terrifié par la colère paternelle, m'avait abandonné d'un coup de fil larmoyant, « Je t'aime, mais pas comme ça, Élodie. Pas avec un gosse. » Refuser mes parents qui, voyant ma détermination, avaient opté pour la solution radicale, l'exil. Me jeter dehors, enceinte et sans un sou, dans le froid mordant de l'hiver alpin. Survis si tu peux, m'avait lancé Jacques en claquant la porte. C'est ta punition. Je marchais maintenant vers le centre du village, la neige crissant sous mes bottes usées, le vent fouettant mon visage comme des lames. Mon ventre, encore plat mais déjà lourd de promesses, se contractait sous la peur. Où aller? L'attente à Marseille était une option, mais les bus pour la vallée ne passaient qu'une fois par jour, et j'avais raté le dernier. L'auberge du village? Son tenancier, un veuf libidineux nommé Raoul, me regarderait avec ses yeux lubriques qui m'avaient toujours fait frissonner. Non. Je devais trouver un abri, n'importe lequel, avant que la nuit ne tombe et que le froid ne s'infiltre jusqu'à mes os. C'est alors que je l'ai vue, la petite chapelle abandonnée au bord du torrent gelé, à la sortie du village. Personne n'y allait plus depuis la mort du curé, 5 ans auparavant, elle servait de remise pour les outils des chasseurs. La porte vermoulue s'ouvrait sur un intérieur sombre, mais sec, avec un autel poussiéreux et des bancs branlants. J'y suis entré, traînant ma valise, et me suis effondré sur le sol de pierre, les sanglots montant enfin comme une marée irrépressible. Le bébé bougea pour la première fois ce soir-là à un battement léger, comme un avertissement, « Maman, bats-toi ». Et je me suis juré, là, dans ce sanctuaire profane, que je survivrais. Pas pour moi, pas pour Lucas le lâche, mais pour cet enfant qui grandissait en moi comme une racine rebelle dans un sol stérile. Les jours suivants se fondirent en un brouillard de survie primitive. Je dormais peu, me nourrissant de restes volés dans les poubelles de l'auberge croûte de pain, fromage rance que Raoul jetait sans scrupule. Le village bruissait de rumeurs, la fille de Jacques est partie, enceinte d'un voyou. Pauvres parents, quel déshonneur. Personne ne me cherchait, j'étais devenu un fantôme, une tache sur l'honneur familial. Mon ventre s'arrondissait, et avec lui, une rage sourde, viscérale, qui montait comme la sève en printemps. Je repensais à mon enfance, les hivers interminables où Jacques m'obligeait à l'aider à la menuiserie, mes petites mains gelées sur le bois brut, pendant qu'il buvait son vin coup sur coup sans un mot de tendresse. Marie, elle, cousait en silence, ses aiguilles perçant le tissu comme elle perçait mes rêves d'une vie ailleurs. Les femmes comme nous restent, Élodie. C'est notre lot. Avais-je vraiment voulu ça? Non. J'avais voulu vivre, aimer, créer. Un mois passa ainsi, jusqu'à ce que l'hiver s'adoucisse légèrement, libérant des Russes dans la montagne. J'avais 15 ans de moins dans l'âme, mais une détermination d'acier. J'ai commencé à chercher du travail, d'abord comme femme de ménage chez les touristes qui affluaient pour le ski, dormant dans leur chalet vide entre deux séjours. Puis, une offre miracle, la boulangerie de la mère de Lucas cherchait une aide. Ironie du sort. Elle m'a engagé sans un mot sur le passé, ses yeux fuyants trahissant la honte de son fils. Je pétrissais la pâte à l'aube, mes mains enflées par la grossesse s'enfonçant dans la farine comme dans une vengeance muette. Lucas évitait la boutique, mais je le voyais parfois, de loin, son regard coupable croisant le mien avant de s'abaisser. Bien. Qu'il sente le poids. C'est là que j'ai rencontré Antoine. Il était géomètre, venu du Kéra pour cartographier les sentiers de randonnée. Grand, avec une barbe naissante et des yeux verts qui scrutaient le monde comme un puzzle à résoudre. Il entrait chaque matin pour son café et son pain aux noix, et un jour, nos mains se sont frôlées sur le comptoir. « Vous avez l'air fatigué », m'a-t-il dit simplement, sans pitié ni jugement. J'ai haussé les épaules, mais quelque chose en lui ou une solidité calme, sans possession m'a fait parler. Pas tout, juste assez, la maison, la neige, l'exil. Il a écouté, hochant la tête, et le lendemain, il m'a offert un thermos de thé chaud. Pour le petit, a-t-il murmuré, son regard tombant sur mon ventre. Antoine n'était pas un sauveur, il était un allié. Nous avons commencé à nous voir en secret, des promenades le soir le long du torrent, où l'eau chantait des secrets oubliés. Il me parlait de sa vie à Gap, de sa femme partie 2 ans plus tôt pour un autre, emportant leur fille. La perte, ça forge ou ça brise, disait-il. Moi, je lui confiais mes peurs, l'accouchement imminent, le froid qui rongeait mes rêves. Et lentement, une tendresse s'est tissée entre nous, pas explosive comme avec Lucas, mais profonde, comme les racines des sapins ancrés dans la roche. Le jour de la naissance arriva par une tempête de février, le vent hurlant comme un loup affamé.
Les contractions m'ont plié en deux derrière le comptoir de la boulangerie, et ce fut la mère de Lucas qui a appelé l'ambulance de Briançon. Antoine était là, tenant ma main dans la salle d'accouchement aseptisée, ses doigts serrés autour des miens tandis que je poussais, hurlant contre la douleur qui déchirait mon corps comme un éclair. C'est une fille, a annoncé la sage-femme, et quand on l'a posée sur mon sein, nue et rose, avec des cris stridents qui défiaient le monde, j'ai su, elle s'appellerait Léa, la lionne, pour rugir là où j'avais murmuré. Antoine est resté. Pas par obligation, mais par choix. Il a transformé la chapelle en foyer provisoire, réparant le toit de ses mains habiles, installant un poêle à bois qui crépitait des nuits entières. Léa grandissait, ses yeux bleus comme les miens fixant le plafond craquelé avec une curiosité insatiable. Je l'allaitais en chantant des berceuses occitanes apprises de Marie, ironiquement, et chaque gorgée était une affirmation, nous existions, malgré tout. Mais la vengeance couvait. Elle n'était pas un feu d'artifice, c'était une braise lente, attisée par les mois. Mes parents, je les voyais de loin, Jacques boitant plus, son arthrite empirant sans l'aide que je lui donnais autrefois, Marie, amaigrie, cousant moins, ses yeux creux comme des puits secs. Le village jasait, Élodie a eu une bâtarde, mais elle s'en sort. Et eux? Ils pourrissent dans leur fierté. Je ne les approchais pas encore. Au lieu de ça, j'ai commencé à reconstruire. Antoine m'a aidé à trouver un appartement modeste à Arvieux, 10 km plus bas, où le soleil cognait plus fort. J'ai inscrit Léa à la crèche, et moi, j'ai repris des études par correspondance, droit rural, pour comprendre les lois qui ligotaient les gens comme moi. 2 ans passèrent ainsi, dans une routine forgée au feu doux. Léa marchait, babillait, ses boucles brunes cascadant comme un torrent joyeux. Antoine et moi, nous partagions un licent mariage, une union libre qui défiait les normes du village. Il m'aimait pour ma force, pas malgré mes cicatrices. Mais un soir d'automne, quand Léa avait 3 ans, la lettre arriva. Pas une lettre anonyme cette fois, mais une convocation officielle, mes parents contestaient ma paternité sur la maison familiale. Héritage illégitime, arguait-il via un avocat de Guillestre. La maison, qu'ils avaient construite, mais que j'avais aidé à entretenir depuis l'enfance, réparation, impôts payés de ma poche maigre. Selon la loi française, en tant que fille unique, j'avais des droits. Mais eux, dans leur rage, voulaient me la ravir pour la vendre, effacer mon ombre. Ce fut le déclencheur. La braise devint flamme. Je n'allais pas les laisser gagner. Pas après tout. J'ai engagé un avocat à moi, une femme féroce de Gap nommée Claire, aux ongles laqués rouges et à la voix qui coupait comme une lame. On va les démonter, m'a-t-elle dit en sirotant un café noir. Les audiences ont commencé à l'hiver suivant, dans le tribunal glacial de Briançon, où l'air sentait le pain et la justice expéditive. Jacques et Marie se tenaient raides sur le banc des plaignants, lui avec sa canne noueuse, elle serrant son chapelet comme un talisman. Moi, en face, avec Léa sur les genoux ma preuve vivante, mon bouclier. Les témoignages affluèrent. Voisins qui parlaient de mon aide invisible, les heures passées à scier le bois pour le père, à repriser les vêtements pour la mère. Documents falsifiés par EO, la découverte. Pour minimiser mes contributions. Claire les piégea, madame, expliquez-moi ces reçus d'impôts payés par votre fille en 2018. Était-ce un don généreux, ou une dette reconnue? Marie balbutia, Jacques rougit jusqu'aux oreilles. Puis, le coup de grâce, Lucas, convoqué comme témoin pour la grossesse, avoua son abandon sous serment, sa voix tremblante résonnant dans la salle comme un mea culpa tardif. J'ai eu peur. Mais Élodie. Elle a été forte. Le juge, un homme aux lunettes cerclées d'or et au regard impartial, rendit son verdict en mars, la maison me revenait, avec dommages et intérêts pour aliénation parentale. Mes parents quittèrent le tribunal sans un mot, brisés, leurs épaules voûtées sous le poids de la défaite. Je ne jubilais pas ouvertement, non, la vengeance vraie est intérieure, un poison lent qui ronge sans spectacle. Pourtant, ce n'était que le début. Retourner dans cette maison, sous la neige persistante, fut un rituel. J'y entrai avec Léa dans les bras, Antoine portant nos maigres affaires. L'air était le même froid, chargé de souvenirs mais maintenant, c'était mon domaine. J'ai repeint les murs en blanc cassé, symbole de pureté reconquise, et installé un berceau dans ma chambre d'enfance. Mes parents avaient fui au rez-de-chaussée, dans une dépendance qu'ils louaient à des touristes l'été, vivant de maigres rentes. Je les voyais parfois, de la fenêtre, Jacques taillant du bois inutilement, Marie errant dans le jardin comme un spectre. La vraie revanche vint des mots.
J'ai commencé à écrire pas un journal, mais des lettres. Des lettres anonymes d'abord, glissées sous leur porte, recountant les nuits froides dans la chapelle, le poids de l'abandon sur le ventre rond de leur petite fille. Puis, plus direct, une confrontation au dîner de Pâques, quand le village entier se rassemble. Maman, papa, ai-je dit calmement, Léa jouant à mes pieds. Vous m'avez jeté dehors pour protéger votre honneur. Mais regardez-la. C'est votre sang. Et moi, je suis revenue, plus forte. Jacques pleura ce soir-là, des larmes rares comme la pluie en été. Marie s'effondra, confessant enfin, son propre avortement forcé dans les années 70, le secret qu'il avait rongé, projeté sur moi. J'avais peur que tu souffres comme moi. La révélation me frappa, non comme un coup, mais comme une clé tournant dans une serrure rouillée. Pardon? Pas encore. Mais compréhension, oui. La psychologie humaine est ainsi, un labyrinthe de miroirs déformants, où la douleur des uns engendre celle des autres. Pourtant, la boucle ne se ferma pas là. Antoine et moi nous mariâmes civilement l'été suivant, dans le jardin de la maison, sous un soleil qui chassait les ombres. Léa, en robe blanche, semait des pétales comme des bénédictions. Mes parents vinrent, hésitants, et pour la première fois, Jacques prit sa petite fille dans ses bras, ses mains tremblantes caressant ses boucles. Marie broda une nappe pour la table, ses motifs floraux tordus par les regrets. Mais la vengeance, dans son essence, n'est pas destruction totale, c'est transformation. J'ai transformé la maison en gîte familial, accueillant d'autres âmes perdues, jeunes mères célibataires, exilées de leur propre famille. Chaque chambre portait un nom au lalion, l'avalanche et les nuits, autour du poêle, nous partagions nos histoires, tissant un filet de solidarité contre le froid. Mes parents aidèrent, à contre-cœur d'abord, puis avec une ferveur nouvelle, comme pour racheter leurs dettes. Aujourd'hui, 5 ans après cette porte claquée, je regarde la neige tomber à nouveau sur Saint-Véran. Léa court dehors, son rire perçant le silence comme une victoire. Antoine sculpte un berceau pour le deuxième enfant qui grandit en moi. Et mes parents? Ils vivent à côté, apaisés dans leur vieillesse, leur regret fertilisant un sol qu'ils croyaient stérile. J'ai gagné, non par la haine, mais par la vie. La vengeance blanche n'est pas un linceul, c'est une renaissance, pure et impitoyable.